Bonjour à tous et à toutes, surtout, j'aurais dû peut-être dire toutes et à tous. Mais aujourd'hui, donc, c'est le deuxième épisode de Founder Uncultured, ou Fun, pour faire court. L'idée de ce podcast, comme vous l'avez compris, c'est vous dévoiler, en fait, voilà, vous donner un accès au backstage de la personne derrière une marque, une identité personnelle que vous voyez sur LinkedIn, et vous vraiment comprendre comment la personne s'est construite et vers quoi elle va dans son chemin, que ce soit professionnel et personnel, si on peut avoir quelques réponses à des questions qu'on va pense, aborder par la suite. Donc je aujourd'hui, pense. c'est Hassan, c'est le boss du closing et du pitching. Pour ceux qui nous suivent, on a déjà fait une session de l'art de pitch. Et ça a été vraiment très, très, ça s'est bien passé et j'apprécie vraiment ton temps, Erfan. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler entrepreneuriat et voilà, ton parcours professionnel et qu'est-ce que tu envisages faire par la suite. Donc, je te laisse peut-être te présenter aussi. Peut-être j'ai raté quelque chose. Je croyais qu'on allait parler cuisine et tout ça, mais non, visiblement, c'est entrepreneuriat. Donc, On peut? parlons cuisine un peu plus si tu veux. Yes. Bah, c'est top. En tout cas, je pense qu'on peut commencer comme d'hab, classique, raconter peut-être, voilà, raconter, pas raconter sa vie, mais parler un petit peu de son pourquoi et de ce qu'on fait en général, un petit peu dans notre vie professionnelle déjà, un petit peu court en termes d'expérience et puis peut-être on entamera des sujets de mentor de coaching, de pitch, de closing, et cetera et puis, pourquoi pas ta vision de, La business, viande de va être vie, chaud. tout ça. Très OK? bien. Tout à fait. Bah, écoute, Yes, let's go, let's go. avec savoir, moi, je te suis. Allez, c'est parti. Bah, dis-moi, commençons par le début, OK? Le début de l'histoire. Quel est, le premier en fait, défi que tu as eu? Ou quel est le premier problème, en fait, que tu as eu, au bout d'un moment et tu te disais: «Écoute, j'en ai un petit peu, marre de faire les choses au modo, je vais essayer un petit peu de trouver une façon créative à résoudre ce problème et pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat?» Euh, Comme tu le sais et que certaines personnes dans ma communauté le savent, moi, j'ai commencé très, très jeune. L'entrepreneuriat, j'étais pas encore majeur quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans cet univers d'entrepreneuriat, de start-up, etc. Plus entrepreneur que start-upper, je veux dire. Je suis pas start-upper de toute manière. Mais je veux dire, le premier vrai défi que j'ai traîné avec moi pendant un petit temps, bah, c'est justement le fait que j'étais très très jeune. Et Mmh, sur la place publique, le fait d'être très très jeune, c'était considéré comme quelqu'un enfin, comme manque d'expérience, en fait. C'était vraiment ça qui ressortait. Pourquoi est-ce que je vais venir te faire confiance à toi, qui a une vingtaine d'années, qui a 18 ans, qui a 16 ans, qui a 17 ans, alors que tu factures exactement la même chose que quelqu'un qui a 30 ans de carrière. Donc ouais. ça, c'était vraiment un vrai, vrai défi tout au début. Et en fait, c'est vraiment juste au début que c'est un défi. Parce qu'avec le temps, quand tu te fais un peu connaître, quand tu arrives à amener des résultats, quand tu arrives aussi à démontrer les résultats, ben, ta jeunesse n'est plus un problème. Moi, ce que j'ai fait, Mmh, c'est que justement, ce que je mettais très souvent en avant, très très souvent, c'est le fait que oui, euh, je suis jeune, et c'est que parce que je suis jeune que que je vais faire ces prix-là, par exemple. Parce que dans 2, 3 ans, ce sera plus le cas. Votre consultant qui a 30 ans de carrière, par exemple, bon, je le fais plus maintenant, mais à l'époque, j'étais un peu plus foufou. Votre consultant qui a 30 ans de carrière et qui facture, je sais pas, 750, 800, 900 balles la journée, euh, ben, c'est qu'il a simplement pas pu augmenter ses prix. Moi, je mmh. peux. Donc, du temps que c'est encore abordable. Bon, je l'ai joué quelques fois, mais je te dis ça, enfin, j'étais à peine majeur quand j'ai commencé à utiliser ça. Mais disons que l'esprit est resté. Ma jeunesse n'était plus simplement c'était plus un problème pour moi. C'était justement le fait de dire, attends, moi, parce que je suis jeune, j'ai beaucoup plus de choses à apporter. Et surtout, j'ai des choses à prouver. Et quand j'ai des choses à prouver, je vais me battre 2 fois plus pour ton projet. Je vais travailler plus pour un projet sur lequel je vais me donner réellement à 100% parce que je suis jeune et je dois faire mes preuves. Et ce discours-là, ça m'a permis vraiment de signer mes premiers clients, on va dire, en service. En produit, c'était différent.
C'était pas moi le visage du produit, mais en service, c'était ça. C'est le fait de vouloir montrer que ma jeunesse me permet d'être à jour, de me donner plus, et surtout parce que j'ai mes preuves à faire, je vais pas lésiner sur la quantité de travail, sur les petits extras pour pouvoir atteindre l'objectif. Et très très vite, j'ai compris qu'il fallait pas vendre des heures, qu'il fallait pas vendre des jours, il fallait vendre des résultats. Ça aussi, ça m'a permis vraiment de faire en sorte que ma jeunesse ne soit euh, plus un problème. Et je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus, et ça c'est génial, grâce aux réseaux sociaux, il y a cette culture d'entrepreneur très très jeune. Il y a des gens enfin, il y a des mecs et des meufs sur LinkedIn qui viennent m'écrire. Écoute, t'as pas deux, trois conseils? Et ils ont des 16, 17 ans, quoi. À 16, 17 piges, ils sont très très chauds et quand tu leur parles, tu te prends des claques. Ils commencent à te parler de concepts extrêmement complexes sur de la vie d'un entrepreneur, du marketing, etc. Et moi, je suis sur le cul à chaque fois, quoi. Quand je parle avec cette génération de nouveaux entrepreneurs, alors je dis cette génération comme si j'avais 55 piges, que dalle, mais, euh, mais disons que je vois de plus en plus de très très jeunes entrepreneurs se lancer et, euh, et ils vont être confrontés au même problème. Ils vont tous vivre ce truc de ouais, mais attends, t'as pas 20 piges, t'as envie de m'apprendre mon métier, ou bien t'as pas 20 piges et tu penses pouvoir m'apporter des résultats. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, ça me rappelle un truc. J'ai un partenaire euh, tu vois, j'ai un partenaire, ça commence comme un placement de produit. C'est pas du tout le cas. Mais NordVPN, donc j'ai un, j'ai un partenaire avec lequel je travaille pour mes ads, pour mes tunnels de vente, etc. Le mec a 24, 25 ans, Alvin, s'il nous écoute, salut mec. Il est excellent. Ce mec, il est juste incroyable. Par contre, il a une tête qui fait jeune. Et dans une de ses vidéos qu'il avait publiées pour aller récolter justement enfin, des leads, etc., il y a un mec dans les commentaires, ça m'a vraiment frappé. Ça m'avait marqué. Et le gars avait commenté un truc du style le gars n'a pas 15 ans et il veut m'apprendre il veut m'apporter des leads. Ha ha ha. J'ai regardé ce commentaire pendant 5, 10 minutes, je me dis, je vais lui répondre. Bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai voulu jouer le justicier, mais avant moi, il y a d'autres personnes qui ont répondu et qui l'ont mis au sol. Parce qu'il y a aussi cette prise de conscience par des entrepreneurs un peu plus âgés que, attends. La nouvelle génération, elle est beaucoup plus malin que nous. Les jeunes ont beaucoup plus de data que nous. Ils ont compris plus rapidement certaines choses, notamment dans le digital, mais pas que. Et donc je te dirais vraiment le premier défi, pour moi, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'était le fait que j'ai commencé très très jeune. Très 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 jeune. Donc il fallait compenser le manque d'expérience par de la fraîcheur, par de l'énergie, par le fait de vouloir se donner Oui. plus, et par de l'innovation. Mhm. Non, non, j'aime bien en fait ce que tu viens de dire parce que j'étais en train de penser à quelque chose quand t'as mentionné l'énergie. Euh, Quand on regarde par exemple ce que c'est quand on regarde un résultat, par exemple, abouti. Derrière, on pense que c'est le fait de passer beaucoup de temps sur la chose qu'on arrive à aboutir à ce résultat, alors que c'est pas que le temps n'est qu'un seul facteur parmi plusieurs. Et c'est pas le Et en facteur le plus... général, exactement, exactement. Ça peut être un multiplicateur, mais il peut pas se multiplier. En fait, il peut juste multiplier l'effort, et puis multiplier l'énergie, etc. Mais mais on peut pas multiplier dans le sens un petit peu abstrait, on peut pas multiplier le temps. C'est constant. Chaque minute passe, chaque heure passe. Mais on peut faire peut-être beaucoup de choses dans une heure que dans 10 heures si on a la, l'énergie positive, le bon mindset, psychologiquement stable, bien, etc. Et, Ouais, ça me rappelle une anecdote que j'ai très très peu racontée, tiens, cette anecdote-là. Mais ça me rappelle exactement ça. À un moment donné, je faisais des missions pour une autre boîte de consultance. Et moi, j'ai toujours détesté vendre des journées, des heures, etc. Je trouve que c'est totalement con aujourd'hui. Les gens viennent chercher des résultats, ils viennent pas chercher des heures. Et donc, cette boîte de consultance, ben voilà, on fait un partenariat et eux me disent ben, combien de jours tu évalues ta mission.
Mmh. Ok. Je comprends qu'il faut une logique hein, pour eux, pour leur timesheet, pour le client, pour le budget, etc. Et, euh, et je leur dis, les gars, moi, je travaille pas à la journée, je travaille au résultat. C'est-à-dire que tu me dis ce que tu veux obtenir, que ça me prenne 5 jours, 10 jours ou 15 jours, le résultat sera le même. Je veux obtenir un résultat, c'est tout. Si je suis malin et que ça me prend 2 jours, génial. Si je suis con et que ça me prend 20 jours, tant pis pour ma gueule. Mais l'idée, c'est Mmh. que je veux surtout obtenir des résultats. Bon, je te passe les détails et je finis par donner un nombre de jours. Je crois que j'ai donné un truc du style 10 jours, 9 jours, je sais plus, je me rappelle plus. Mmh. Dans le mois. Et il s'avère que, ben, avec les échanges que j'ai eus avec le client, je me suis rendu compte qu'il y avait deux, trois éléments, que le projet était relativement simple, mais que, ben, en fait, eux ne se rendaient pas compte forcément de ces éléments. Pour des raisons de confidentialité, je ne vais pas dire c'est quoi les éléments, parce que c'est une boîte qui est assez connue en Europe. Et, et si je raconte juste les éléments, vous allez tous comprendre de qui je parle, je crois. Et à ce moment-là, ben, moi, je fais la mission, sauf que la mission, au lieu de la finir en 9-10 jours, je la finis en 4 jours, mais je facture la même chose. Et Mmh. le client est content, d'ailleurs. Le client est content. Lui, il avait compris la logique de, ben, attends 2 secondes. Le mec a fini plus rapidement. Il a fait une mission plus efficace. Donc, je vais le récompenser. Mmh. Génial. Et même, ils m'ont invité à des trucs par la suite. Mais par contre, mon client à moi, qui était à la plus grosse boîte de consultance, plus grosse que la mienne à l'époque, eux, ouais, attends, c'est pas normal que tu finisses le projet en 4 jours alors que tu as annoncé 9 jours. Donc tu devrais facturer que 4 jours. Ma Mmh. seule réponse, c'était là, vous êtes en train de me dire qu'après 4 jours, j'avais trouvé la solution. Enfin, après 2-3 jours, j'avais trouvé la solution. Et puis ensuite, avec le rapport, la présentation, machin chouette, on arrivait à 4 jours. Vous êtes en train de me dire que j'aurais été récompensé pour être inefficace. Donc, vous m'auriez récompensé, vous m'auriez payé 9 jours si j'avais trouvé la réponse en 9 jours. Mmh. Si je trouve la réponse en 4 jours, ben alors la prochaine fois, quand c'est comme ça, je trouve la réponse et puis je m'assois. Et j'attends 9 jours. Et on se marre. C'est vraiment ça un des mal de, du métier, des métiers de service, c'est on valorise trop le temps. C'est pas le temps qu'il faut Mmh. valoriser, c'est le résultat. Moi, si j'obtiens le résultat, enfin, si tu travailles avec moi, j'ai une mission pour toi. Je veux que tu exécutes une tâche pour moi. Et que cette tâche-là, tu m'annonces 4 jours, 5 jours, 6 jours pour la faire, mais que tu arrives à faire cette tâche en 1 ou 2 journées, mec, je viens t'applaudir. Tu as été extrêmement Ouais. efficace. Après, il faut être honnête, hein, Mmh. mais tu as été extrêmement efficace. Bravo. Tu me fais gagner du temps. Moi, là, de toute manière, le budget était prévu, mais tu me fais gagner du temps. C'est formidable ce que tu as fait. Et Mmh. aujourd'hui, on le manque. Donc, comme tu disais, le temps, c'est pas un indicateur de performance. Ça l'est pas. Et le fait de valoriser le temps plutôt que l'expertise et l'efficacité, je comprends ceux qui viennent d'une autre époque, aussi les consultants qui sortent des grosses boîtes de consultance, McKinsey, KPMG, Capgemini, etc., etc. Oui, oui, mais c'est d'une autre Mmh. époque. Aujourd'hui, les Oui. gens, surtout les segments auxquels moi je parle, TPE, PME, petites entreprises ou moyennes entreprises, ils viennent te voir Mmh. pour des résultats. Ah, tu viens de prester des jours, ça n'a rien à foutre. Exactement. Et là, tu viens, tu mentionné la performance aussi. Et tu as mentionné quelques. Voilà, on va peut-être mentionner. On va pas mettre le doigt sur des boîtes, même si on sait tous de quoi on parle. On parle de Mais toi. j'ai une histoire, en fait, qui m'a. Comment? Mets un bip sur les trucs que j'ai annoncés, tu Ouais, vois. c'est ça. Alors, c'est un nouveau outil, donc j'aurais pas peut-être nommé. M'en Mais fous. pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Mais en fait, j'ai une petite histoire qui. J'étais dans l'avion il y a quelques semaines, 2-3 semaines. J'allais au Maroc pour passer des vacances avec la famille et tout. J'ai rencontré un chef d'entreprise français qui allait avec sa femme passer des vacances à Agadir. Donc, dans un hôtel 5 étoiles, il était content et tout. Donc, il était juste à côté de moi. Et comme d'hab, j'ose pas du tout à parler avec les gens qui sont à côté de moi. Donc, je dis oui, bonjour, monsieur, vous faites quoi? Nanana. Et puis il me dit,
Moi, je suis chef d'entreprise, mais je suis retraité. Je lui dis: «D'accord». Il commence un petit peu à me parler de son histoire, son âge. Il a 75 ans. Je vais pas mentionner sa boîte ni son nom, bref, mais il travaille dans le conseil et au bout d'un moment, on discutait pendant 2-3 heures parce que le vol à Agadir fait 3h40 environ de Paris à Agadir. Et il me disait: «J'aime bien en fait ce dont on est en train de parler et j'ai une petite anecdote pour vous». Pas anecdote, mais enfin une histoire. Je dis: «D'accord, c'est quoi?» Il me disait: «Vous savez, j'ai travaillé avec une entreprise de conseil. Normalement, j'ai une entreprise dans l'industrie, on peut dire, à la défense, pour ne pas mettre de mots aussi. Et en gros, cette entreprise-là avait besoin de changer sa stratégie de management. Donc parce qu'il commençait un petit peu à ne pas avoir des chiffres qu'il attendait et tout. Et, et donc en fait, ils ont recruté donc des consultants des boîtes comme McKinsey et compagnie. Voilà. Censure, OK. merde. Non mais donc ils ont travaillé avec plusieurs boîtes et pas que, donc bref. Mais les entreprises qu'on met normalement au niveau haut de gala du conseil, on peut dire. Et ce qui se passait, c'est qu'ils ont passé 1 mois, 2 mois environ à drafter une stratégie de folie. Quelque chose qu'on imagine 2 mois de travail sur la stratégie, l'analyse et tout ça, les statistiques et tout ça. Heu, Rien que le mot statistique, analyse, intelligence artificielle, ça leur fait doubler, leur, leur facture enfin multiplier leurs chiffres sur la facture par 3 ou 4. Bref, il m'a dit: «On avait un résultat, enfin un PPT à la fin, un livrable de 200 pages, c'était impossible d'implémenter la stratégie proposée». Il m'a dit: «Eux, ils étaient là, nous on était là». Et c'est pas une question de hauteur, c'est une question de réalisme, quoi. C'est pas il m'a dit: «Ils étaient là, nous on était là». Moi je lui dis: «Ah, donc en fait il y avait un gap entre la réalité et la perception». Donc eux, ils perçoivent en fait, quelque chose de magique. On va venir avec nos consultants très forts, on va implémenter un truc. Théoriquement, ça va passer. Alors qu'en réalité, non, c'est pas ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un change, on peut dire stratégie déjà de che d'accompagnement au changement, le change management. Ils ont besoin déjà de comprendre l'existant comme il faut et voir où est-ce que ça va pas. Déjà éliminer les résidus, éliminer, voilà, les problèmes ou au moins les bacs, on peut dire, les points bloquants au niveau de la stratégie, les process et cetera. Il m'a dit: «Et moi, je viens avec ma petite boîte aux années, 2000». C'était en 2005-2006. Il m'a dit: «On a pu redrafter, enfin changer, apporter des modifications sur le document. On l'a réduit à environ 50 pages et quand on l'a montré au board, ils étaient bluffés parce que, Ça doit j'ai facturé 10% du chiffre qui était facturé par ces boîtes soi-disant les meilleures dans le monde». Et là, il a compris qu'il y a des gens en fait qui sont très performants, qui savent vraiment, donner des vrais résultats concrets, mais qui se sous-estiment. Et donc là, en fait, où j'allais venir, c'est que penses-tu quand même de est-ce que tu as des conseils par rapport à ça, à des entrepreneurs qui se lancent et qui se disent peut-être je vais réduire le chiffre dès le début, alors qu'ils sont capables, mais qui ne se rendent pas forcément compte? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de leur positionnement, qu'ils ne se comparent pas bien? Que penses-tu? Est-ce que tu as un process que toi, tu as mis en place pour toi? Peut-être que tu l'as amélioré, c'était pas évidemment efficace dès le début, mais quel est ton process, aujourd'hui de chiffrage et quel est ton conseil pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, qui se justifient? ça va être très simple. Mais vraiment, ne t'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, de très élaboré. Quand tu dis chiffrage, c'est pricing, hein, on est d'accord. Exactement. Pour le pricing, pour moi, c'est très très simple. Au début, pendant tout un temps, sur les différents projets que je lançais, et tu le sais, hein, j'ai lancé des boîtes dans différents domaines qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. D'abord, je me disais, bah, je vais regarder mon plus gros concurrent, le plus gros, ce qu'il fait, et puis je vais m'aligner par rapport à ça. Que dalle. Euh, c'était, ouais, c'est bien pour avoir une idée. Ok, tu connais l'industrie. Tu sais plus ou moins le plus cher ou bien le leader du marché à combien il facture et le plus petit, plus ou moins, tu sais à combien il facture. Ok, ça te donne Mmh. une idée. Mais comme quand je disais qu'il n'y a rien de sorcier, c'est par des tests. Et c'est tout. Ça dépend de ta boîte, hein, encore une fois. Si tu as une boîte de service, tu es solopreneur, tu es tout seul, c'est des Mmh. tests.
parce que tu peux rebondir rapidement, facilement, faire différents tests avec différentes offres, etc., etc. Rapidement. L'idée, c'est d'être dépouillé de toute fioriture, faire des tests rapides, avoir des validations rapides sur des éléments concrets et simples. Rien d'autre. Et pour ça, ben, t'as pas besoin d'une stratégie très, très élaborée. Très, très élaborée. Quand tu te lances, tu prends ton marché, tu regardes en termes de livrables ce que tu donnes vraiment, d'abord. Tu vas regarder dans ton marché qui donne plus ou moins le même livrable. Tu regardes allez, le leader ou les leaders, tu regardes ceux qui commencent aussi un peu comme toi, tu essayes de voir au mieux et puis tu fais du testing. Au début, c'est ça qui marche le mieux quand tu es seul et quand tu es dans le service. Produit, c'est pas la même chose. Et quand tu es à plusieurs, c'est pas la même chose non plus parce que les enjeux sont différents. Les enjeux sont toujours différents. Quand tu es plusieurs, et quand tu as des produits, tes coûts fixes généralement sont plus élevés, tu as des coûts de production, etc., etc., etc. Et pour tes équipes, ben, fatalement, ça salaires, tout ça. Donc l'idée, c'est si tu es dans le service et tu es solopreneur, très simple, Mhm. test. Tu regardes ton marché, mais d'abord tu pars de ton livrable. Et tu t'assures que les personnes à qui tu vas te comparer, même si ce mot est totalement débile et que je déteste, moi je connais même pas mes concurrents pour te dire. Réellement, je sais même pas qui fait quoi. Enfin si, je les connais parce que je suis sur les réseaux un peu, mais j'ai jamais fait de recherche, jamais fait d'études concurrentielles ou quoi que ce soit. Mais disons que l'idée c'est de dire bon, je débute, je connais rien, je regarde le marché ce qu'il demande. On a eux et on a eux. Moi, où est-ce que je me positionne? Je prends une position puis je la teste. Oui, non. Ok. Oui, non. Ok. Oui, non. Ok. Et bam, 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 bam. Et généralement, quand on fait des bons tests, après, allez, et que t'es pas trop con et que t'arrives à faire une analyse pertinente en quelques semaines, allez, grand max quelques mois, tu arrives à avoir un positionnement au niveau pricing qui a du sens par rapport à ton livrable et par rapport à ton segment clé. Vraiment. Oui. Et tu as parlé des réseaux. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, c'est un leverage pour tester rapidement? Bien sûr. Parce que techniquement, on n'a forcément pas besoin de lancer un produit ou le service, on peut juste tester l'intérêt Bien avec les sûr. réseaux sociaux. Mais il y en a des personnes qui n'arrivent pas à le faire. Est-ce que tu penses qu'il faut mettre un process? Que Ouais, penses-tu par rapport à ce sujet? encore une fois, ça doit être très simple et très rapide. Tu as envie de lancer une Mmh. nouvelle offre, tu as un tout petit peu de budget, génial. Cette Mmh. offre-là, tu fais des ads autour, tu lances une campagne, ton truc n'existe pas, hein. Tu Mmh. lances une campagne de ads et tu regardes si ça marche. Voilà. Pour 100 Mmh. balles, tu as testé ton projet. Aussi simple que Mmh. ça. Tu as un produit que tu as envie de tester sur le marché, une proposition de valeur, ads, 100 balles, 200 balles, tu as fait ton test. Ah, tu sais très rapidement voir s'il y a des demandes, s'il y a des commandes, s'il y a des listes d'attente, etc., etc. Ça va très vite. Maintenant, imaginons que tu sois un peu creux, hein. Tu n'as pas envie de mettre 100 balles là-dedans, tu préfères mettre tes 100 balles dans ta soirée le week-end. Les Mmh. choix, ne les discute pas. De manière organique. Si tu as une petite communauté, des sondages. Mais quand je dis des sondages, et ça, je tiens à le dire, quand vous faites des études qualitatives, avec des questionnaires, machin chouette, c'est sympa, vous avez de la data, mais c'est pas pour autant que c'est une validation. La seule validation qui existe, c'est quand la personne est prête à mettre son argent dans ton projet. Le fait de répondre à Oui. un questionnaire, c'est gratuit, ça n'engage à rien, c'est cool, c'est sympa. Très très Mmh. souvent, quand je parle avec des entrepreneurs qui sont en train de lancer un nouveau truc, ouais, on a une étude qualitative avec une cinquantaine d'interviews, ok. Maintenant, contactons ces 50 personnes en leur disant, produit il est dehors, produit il est sorti, voici le pricing, vous achetez ou pas. Tu vois qu'il n'y a pas qu'il y a pas 10% des personnes qui achètent réellement, alors Ouais. qu'ils ont répondu au questionnaire. Donc, fatalement, je te dirais, les sondages, je suis pas très fan. Les études qualitatives, c'est très très bien pour pouvoir avoir une idée de ce que tu veux faire, mais ce qui te donne la data tangible et une idée claire, c'est j'ai une idée, j'ai mon MVP. Ben, mon MVP, j'en fais une offre qui boite un peu. Il lui manque une jambe, il lui manque un bras, il lui manque un œil, le truc, tu vois. Mais je lance une campagne, comme si j'allais réellement vendre le truc. Ou je fais du cold call, comme si je voulais Ouais. vraiment vendre le truc. L'idée, Mmh. c'est
quand on fait un test, il faut qu'on soit le plus proche de la personne qui doit débourser de l'argent. C'est vraiment ça, et surtout le plus proche de la situation où la personne va sortir sa carte de crédit, en fait. C'est réellement ça, les seules datas qui ont du sens. Et je peux te donner un exemple très concret. Moi, je trouve que cette boîte a été formidable dans ce qu'ils ont fait. C'est l'Arc, et je les mentionne parce que je trouve qu'ils ont fait un travail formidable. Ce sont des gourdes auto-nettoyantes, filtrantes, machin chouette. On passait sur Shark Tanks. Le truc était formidable. Ok. Ben, eux, ils n'ont pas cherché midi à 14h. Ils ont fait une campagne Kickstarter. Je crois que c'était ça. Hein. Ils ont fait une campagne en crowdfunding, etc. Avant de produire quoi que ce soit, ils ont juste l'idée, les gars, on a cette idée-là, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, payez. Et là, on sait si on a un concept ou pas. Si ça vous intéresse pas, ok, on a compris. On fera pas. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui est valorisée à, je crois, plus de 50 millions, un truc comme ça. Ah oui. Euh, donc, moi, je te dirais, pour ton pricing ou pour le testing en général de n'importe quoi, c'est on va sur le marché, on vend le truc. Si on veut tester un prix, ok, on vend le truc à ce prix-là. Ça marche pas? Ah ouais, ok. Si le problème, c'est que le prix est très rarement le problème. Très, très rarement. Ou bien le livrable, le MVP ne convient pas. Le prix, il est bon, le prix est dérisoire, c'est un truc qui coûte que dalle. Mais par contre, personne n'est prêt à l'acheter. Personne n'a répondu favorablement à notre campagne. Ok, il y a des trucs à changer. Donc, je dirais, je me fais pas chier, moi, dans des études extrêmement complexes. Euh, Oui. pour l'écrasante majorité des projets, c'est il y a un marché, il y a un segment, tu as un produit, tu as un livrable, ok, vends-le. On Il n'existe teste. pas, c'est pas grave, on s'en fout qu'il n'existe pas. Vends-le. Et dans le pire des cas, tu te dis, excuse, tu as fait un test avec une campagne à 200, 300 balles, tu as eu quelques leads, tu t'excuses auprès de ces leads en disant, ben voilà, c'était un testing, mais je vous mets sur une liste d'attente, une petite réduction pour leur faire plaisir, peu importe, une boîte de chocolat et c'est parti. Il faut penser à. Je pense qu'on en a déjà parlé une fois dans nos échanges dans les dernières semaines. C'était par rapport à au même concept de pay to play. Et on avait abordé une fois un sujet, c'était agréable. Et si je me rappelle bien, on disait, j'avais un exemple dont je t'ai parlé. Je vais partager donc à ceux qui nous entendent. J'ai travaillé avec un directeur commercial d'une entreprise nationale, enfin française. Et, euh, et en fait, cette personne a été vachement surprise quand j'ai lancé en fait ma boîte, que je sois dans un coworking que je paye. Donc, elle n'était pas surprise par le fait que je fais ça, elle était surprise par le fait que euh, je l'ai fait malgré le fait que je viens de commencer. Je venais de commencer en fait. Mhm. Et cette personne m'a dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu payes, c'était quoi? C'était 800 € par mois que je jetais dans un bureau de coworking alors que je venais juste de commencer. Je lui ai dit, parce que je pense que si j'obtiens un seul client, par exemple à 12 000 € à l'époque, c'était mon offre, 12 000 € pour développer un SaaS, bah, je peux payer littéralement un an en plus du bureau. Mais par contre, je ne pourrais pas facilement trouver des clients en restant chez moi, surtout dans ce business-là. Et surtout, en fait, développer un SaaS à 12 000 €, c'est rien pour des grandes boîtes, mais j'attaque pas les grandes boîtes, j'attaque les entrepreneurs qui n'ont pas forcément de budget et je fais des réductions, etc. Parce que je veux les fidéliser pour qu'ils restent avec moi et que je les aide après dans le futur. Donc, c'était plutôt ça ma stratégie. Et donc, elle m'a regardé un petit peu comme ça, elle avait limite, en fait, elle allait pleurer par la joie de trouver qu'il y a quand même des jeunes qui sont comme ça. Et ça, franchement, ça m'a fait plaisir parce que ça m'a permis d'avoir une sorte de validation en même temps, parce que je venais de commencer. Donc, je me suis dit, ah, franchement, donc c'est génial. Au final, c'est une stratégie qu'on peut peut-être packager en un mot de pay to play. Tout Mhm. simplement, tu veux arriver à un objectif. Je sais pas, tu veux par exemple avoir des clients qui sont des consultants ou des entreprises, surtout si tu fais du B2B, bah, si tu peux dépenser 2000 €, même si ça te fait mal, tu fais ton calcul. C'est juste un simple calcul, comme tu as dit. Ça te fait gagner De dire, énormément ok, de bah, je vais à temps. la conférence. Exactement. Je vais à une salle de conférence, je réserve un petit espace de 4 mètres carrés ou 2 mètres carrés. Heck, comme ils disent les Américains.
1 mètre carré. Allez, une petite box. Ouais, Tant que c'est je peux ça, mettre c'est une affiche, ouais, c'est tu chiant, vois? mais c'est cool. Exactement, je me montre, je m'affiche, show up, tu vois? Et franchement, ça m'a complètement un petit peu changé la façon de voir les choses et aujourd'hui, si je trouve des personnes que je connais, qui sont fortes sur un domaine qui est un petit peu lié à ce que je fais, je collabore, je dis: «OK, bah, let's go, Bon, faisons quelque chose ensemble, dans ton no domaine, ça worry par rapport à l'argent», dans ton tu vois? domaine, ça Et ça je a énormément de sens, ce que tu fais. mmh, Et pas dans tous, mmh, mais dans ton domaine, c'est mmh. très, très, très logique. Exactement. Même dans le concept en soi, je suis en train de tester, tu vois? Même le concept en soi, je le teste et c'est ça que j'aime bien dans ce que tu as dit et du coup, parlant de juste avant, tu as parlé de la concurrence. Tu m'as fait Mmh. penser, en fait, à Peter Thiel, qui est fondateur de PayPal, donc OK. cofondateur, avant de après le merge avec X.com, qui est renommé Twitter, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de Elon Musk et Peter Thiel. Il a dit, en fait, lors d'une conférence, je pense à Harvard, ou Stanford, je pense, plutôt Stanford, il a dit, enfin, il avait une conférence qui s'appelle Competition is for losers, en tout court. Et puis Bah, il parle 1 heure. ouais, il a raison. Et puis il explique pourquoi pendant 1 heure, tu vois. Tellement les gens comprennent cette phrase, il faut la détailler, tu vois. Non, Et c'est comme tu as dit, c'est génial quand on se lance. On n'a pas besoin d'aller chercher les statistiques, sauf si on ouvre un magasin de, je sais pas, un petit salon de coiffure. Parce que peut-être tu veux voir s'il y a une bon, petite partie du gâteau qui reste sur le marché, tu vois. il y a des éléments et je te dirais dans le service, c'est très facile de tester. Dans le service, c'est très facile. Dans le digital, enfin, même pas que dans le service, dans le digital. Dans le digital, e-commerce, service, peu importe, tout ça, c'est facile. Tester un nouveau produit, formation, machin, chouette, tout ça, c'est simple. Mm, Tu veux tester, tu as un petit budget et tu le fais. Sinon, sondage, machin. Mais tu essaies de vendre, mm. vraiment, dans l'action. Comme tu dis, pay to play. Si tu peux, paye. Si tu peux pas payer, tu vois. Mais, mais par exemple, dans le business physique, le Mm, risque n'est pas le même. Le risque n'est pas le même parce que tu dois faire une immobilisation de capital pour ne serait-ce que lancer le business. Donc, tu peux mm. pas directement vendre ton business du temps qu'il n'existe pas en physique. Oui. Les enjeux sont différents. Il faut être un peu plus créatif pour tester ton produit de manière libre. Mm. Complètement. Et du coup, en fait, imaginons, on arrive à un stade où on a notre business qui commence un petit peu à rentrer d'argent, mais on stagne, Mm. comme beaucoup de solopreneurs, je pense. On stagne, pas dans le sens forcément, on peut dire, d'argent, mais parce que tu peux garder le même revenu, mais on gagne beaucoup de temps dans ta journée, par exemple. Et moi, j'aime bien, il y a des personnes, en fait, qui parlent beaucoup, enfin, il y a beaucoup de personnes qui parlent de leur revenu, mais pas de leur temps gagné, qu'ils récupèrent. Parce qu'au final, en fait, quand on gagne de l'argent, au final, c'est pour racheter le temps qu'on a perdu. Ouais, Enfin, pour moi, c'est une équation très simple. c'est beau Au bout ce que d'un tu moment, dis. on en arrive. Trop beau. Donc, merci. Et tu vois, je me dis, j'apprécie beaucoup aussi les gens qui, par exemple, qui me disent, je suis solopreneur depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, je gagne 100 000 €, 120 000 € par an, mais je me contente de faire ça tant que je réduis les heures que je passe dans la journée à faire la même chose. Franchement, j'apprécie beaucoup parce que si on arrive, et je pense que c'est ça le concept d'ailleurs, que les gens ne comprennent pas dans le livre de Tim Ferriss, 4 Hour Work Week, tu vois? Ouais, ouais, 4 Hours Work Week. Je pense que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment l'essence du livre et beaucoup le critiquent. Mais c'est exactement ça, je pense. D'ailleurs, ça vient de me tomber en tête, mais c'est exactement ça. C'est trouver un moyen de scaler ou au moins garder un niveau qui est bien, tout en réduisant le temps pour qu'on arrive peut-être à vraiment vivre. Et pas juste, après si ça nous fait plaisir de travailler, du coup, ce n'est plus l'argent qui est l'objectif, ouais, c'est plus le plaisir de faire, ce qu'on aime faire. Et du coup, en fait, par contre, il y a des entrepreneurs quand même qui stagnent, mais qui stagnent sans pouvoir réduire le temps qu'ils passent sur leur activité. Qu'est-ce c'est que tu toujours penses de possible. ça? Est-ce qu'il y a C'est toujours est-ce qu'il y a possible. est-ce qu'il y a des solutions à ton avis qu'il faut, peut-être explorer? Beaucoup de cocaïne, ça c'est toujours une solution. Il faut Alors arrêter, on arrête. il faut arrêter. Mais plus sérieusement, tu sais, on parle beaucoup d'optimisation, on parle beaucoup de délégation, mais on ne sait pas comment faire. Euh, j'ai une méthode qui est la mienne, qui n'est pas la meilleure, mais qui fonctionne pour moi. Et ce que j'ai fait, c'est tout con. En fait, j'ai pris à un moment donné, parce que je devais gérer différentes boîtes, différents trucs, différents projets, différents clients, etc. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible. Il doit y avoir une manière plus smart de faire les choses.
Et surtout, j'étais beaucoup en déplacement à cette période, donc je perdais pas mal de temps. Je me dis, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dressé une liste de toutes les tâches. Je dis bien toutes les tâches. Acheter du papier pour la photocopieuse, aller laver ma bagnole, ce genre de choses. Toutes les tâches que je fais sur plus ou moins un mois. Et ça peut être un truc aussi simple qu'aller acheter des papiers pour la photocopieuse, qu'une tâche plus complexe, rendez-vous client stratégique. Voilà. Je liste tout. Ensuite, quand je liste tout ça, je sépare d'abord en deux. En me disant, bon, moi, mes heures, je les évalue à un montant X. Alors ça, c'est un truc tout con à faire. Je conseille jamais de vendre des heures, je le dis, je sais, mais ne serait-ce que pour toi, tu l'évalues. Ok, moi, 1 heure de mon taf, c'est ça, plus ou moins. Ok. Est-ce que je serais prêt à payer? Imaginons que j'ai mon heure à 300 balles. Est-ce que je suis prêt à payer 300 € quelqu'un pour se mettre dans sa bagnole, aller chercher les feuilles de la photocopieuse et les ramener chez moi? Alors, à moins que la feuille, ce soit des feuilles de soie et que la personne vienne me faire un massage, je ne paye pas 300 balles. Donc, toutes ces tâches-là, je me dis, OK, je perds de l'argent. À chaque fois que je veux faire ces tâches-là, si quelqu'un d'autre devait les faire et que je devais lui payer la même somme que moi je gagne, je perds de l'argent. Toutes ces tâches-là, déléguées. Tout ça. Dans ce qui reste, je regarde les tâches sur lesquelles je suis pertinent, sur les tâches sur lesquelles je suis indispensable, donc sans moi, on ne peut pas faire. Sur les tâches sur lesquelles je suis pertinent, je regarde si il y a d'abord des personnes qui sont plus pertinentes que moi. S'il y a des gens plus pertinents que moi sur ces tâches-là, boum, Oui. délégué. Ensuite, il reste des tâches sur lesquelles je suis aussi pertinent. Mm. Je regarde si, à mon temps égal, il y a d'autres personnes qui sont tout aussi pertinents que moi. Si oui, c'est délégué. Ensuite, il reste les tâches indispensables. Sur les tâches indispensables, je regarde vraiment les 20% d'actions indispensables que moi, je suis le seul à pouvoir faire pour réellement faire progresser ma boîte. Tout le reste, ça me fend le de le faire, ça me fait du mal de le faire, mais je délègue aussi. Donc finalement, dans Ouais. tout ce que je fais, je garde que les 20% de tâches indispensables sur lesquelles moi, j'ai du sens. Alors on va dire, ouais, mais déléguer, ça coûte cher. Non, ça te coûte plus cher de le faire toi-même. Alors oui, quand tu commences ton activité, tu es dans les 3-4 premiers mois, fatalement, fais tout toi-même, ensuite tu délègueras. Mais le plus vite tu délègues, le mieux c'est. Ensuite, on a aussi ceux qui disent, ouais, mais ce sera jamais aussi bien fait. Ouais, ce sera jamais aussi bien fait. Bravo. Et alors? Ce sera fait. Bien fait. Exactement. Exactement. Mais ce sera pas aussi bien Mm. fait. Ok. Mais dans l'absolu, l'idée, c'est pas que ce soit parfait. C'est que le client obtienne satisfaction ou c'est que la machine continue à tourner. Mais bien évidemment que ce sera jamais aussi bien fait. Avec le temps, tu t'y habitues. Exactement. Il faut accepter le fait que ce sera jamais parfait. Il y a des moments où tu Mm. vas devoir repasser, il y a des moments où vous allez vous casser la gueule, mais bordel, le temps que tu Mm. récupères à faire des... C'est pour, je pense que c'est pour 2 raisons d'ailleurs, en fait, j'aime bien ce que tu dis. Je pense que c'est pour 2 raisons que ça sera jamais bien fait, que comme, enfin, ça sera jamais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que les 2 raisons, c'est les suivantes et d'ailleurs peut-être je me trompe, c'est soit, parce que nous on a beaucoup d'ambition, on a parlé de ça dès le début, tu vois? C'est l'ambition, c'est l'énergie parce que c'est notre idée, c'est notre projet, donc on fonce, on passe des heures et cetera. On peut sortir un truc qui marche très bien en quelques jours. Mais peut-être en déléguant, bah, la personne n'a pas la même énergie, n'a pas la même ambition. Enfin, elle ne se partage pas forcément. C'est une perte pour elle, c'est du taf à faire, et elle sera payée. Ok, peut-être au niveau du recrutement, etc. Quand on délègue, il faut filtrer, mais ça n'atteindra jamais notre niveau d'énergie. Et la deuxième chose, c'est que peut-être cette personne, elle est experte, et donc évidemment, elle va regarder le détail. Parfois, les détails ne contribuent pas forcément au résultat à 100%, mais la personne passera beaucoup plus de temps parce qu'elle regarde dans les détails. C'est comme en Mm. fait les gens qui, par exemple, veulent développer une application et ils sous-traitent la partie UI ou UX et finalement ils se plaignent beaucoup parce que oh non, il y a un détail, un bouton, etc. Mais la personne qui a pris cette tâche-là, elle a passé du temps sur beaucoup d'autres choses. Donc c'est normal. Et à chaque fois, j'ai des discussions comme ça qu'il faut expliquer à des entrepreneurs que non, c'est pas grave, laissez la personne faire son taf et peut-être donner des remarques pour la
pour pour l'aider à se concentrer sur l'essentiel, ce que tu penses que c'est Ouais, ouais, essentiel. ouais. Il y a la communication. Quand on veut déléguer, rattraper des heures, regagner des heures, c'est tu dois mettre en place une manière, un process. J'aime pas le mot process, je trouve qu'on le met à toutes les sauces, mais tu dois Mmh. communiquer de manière à ce que la personne en face de toi puisse comprendre. Et toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Et donc, Oui. fatalement, si je parle à un mec tech, par exemple, avec un certain background, avec une certaine personnalité, bien évidemment que je ne vais pas déléguer de la même manière que quand je vais déléguer un truc à un commercial qui est super chaud, extraverti, machin chouette. Il y Mmh. a la communication. Il y a cette partie communication. Mais quand bien même tu as une bonne communication, quand bien même tu sois super smart, quand bien même tu donnes les meilleurs feedbacks possibles et imaginables avec avec toute la bienveillance du monde, ce sera pas bien fait. Enfin, si, ce sera bien fait, mais ce sera pas aussi bien fait. Bien Mmh. sûr. À partir du moment où tu acceptes ça, que tu repasses plus tout le temps derrière et que les heures que tu récupères, tu les utilises réellement pour des tâches stratégiques, Mmh. la semaine de 4 heures, c'est ça, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, là, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est littéralement des conseils de mentoring et de coaching. Et Bien c'est là, je pense qu'il y a un deuxième niveau de stagnation, c'est que les gens n'osent pas déléguer la réflexion, au moins la sûr. pré-réflexion, on peut dire, Ouais. les leçons qu'il faut avoir de base pour pouvoir mener une bonne réflexion, et donc ils ne dépensent pas. Donc c'est en quelque sorte un mélange entre ce point que tu viens de dire et le pay to play qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, c'est stagnation plutôt mentale, on peut dire, peut-être, ou business, mais c'est plus mental que business. C'est pas opérationnel. C'est la façon de voir les choses, c'est comment mener une réflexion sur business. Et parfois, on se stagne parce qu'on ne sait pas comment faire, mais on n'ose pas demander de l'aide. Et on Ouais, n'ose pas payer des gens qui l'ont déjà fait. Que penses-tu de ça? bah, c'est une connerie monumentale. Je veux te dire, il y a une phrase, il y a une phrase qui m'a bien fait rire. J'ai lu ça il y a quelques temps. Mmh. Je crois que c'était il y a 2, 3 semaines d'ici. Je vois un post défiler sur LinkedIn. La personne, écoute, j'ai été la trouver pour lui dire, écoute, mec, ça m'arrive très peu de vraiment prendre une claque sur un post, mais je Mmh. pensais vraiment le truc. Le gars, il disait, il était coach en je ne sais quoi. Je me rappelle plus sur quel domaine il faisait du coaching. Mais il disait, quelqu'un comme Jeff Bezos, quelqu'un comme Elon Musk, quelqu'un comme Warren Buffett, etc., etc., etc. Et il a cité, je crois, une dizaine de noms de très, très gros entrepreneurs. Mmh. Toutes ces personnes se font accompagner par des Oui. externes ou par des membres de leur équipe qui ont une tâche dédiée à ça, sur la Mmh. réflexion. Alors, toi, petit entrepreneur à la con, je dis ça, je rigole, c'est bienveillant, hein, d'accord? Donc, il n'y a pas de, je suis pas, Tout ce qu'on dit, c'est ouais, c'est ouais, non, protégé par l'humour. et toi, petit entrepreneur, Mmh. avec 2, 3 employés, ou bien solopreneur, tu viens de lancer ton truc, quel moment tu penses que tu es plus malin qu'un Elon Musk, qu'un Jeff Bezos? À quel moment? Si eux se font accompagner, c'est bien qu'il y a une raison. Il y a une raison. Et pour te dire, moi, je me fais toujours accompagner euh, à différents stades de mon évolution de vie d'entrepreneur. J'ai eu des mentors différents. Au début, j'avais des mentors qui étaient juste à 1 ou 2 paliers au-dessus de moi dans la vente, dans l'entrepreneuriat, etc. Et j'ai des mentors dans différents domaines. J'oublierai jamais un de mes premiers mentors, c'est à l'époque où j'étais encore aux études, c'est un mec qui est venu à faire une conférence. Le gars, il était commercial pour un truc industriel. Et en Allemagne, le gars, il faisait ça. À la fin de sa conférence, je le retrouvais en disant, écoute, je parle pas allemand, je comprends pas ton industrie et je saurais jamais vendre ce que tu vends. Le jamais était un mot un peu trop fort, je trouve. Mais je voudrais que tu deviennes mon mentor. Le mec était employé, etc. Il m'a dit, tu sais quoi? J'aime la démarche. Ce gars-là m'a donné énormément de conseils sur la vente. J'ai été avec lui en Allemagne, il vendait des trucs en allemand. Je comprenais que dalle, mais je pouvais voir par exemple son body language, ses tonalités, parce que je comprenais plus pas la langue. Ok, j'ai eu un autre mentor, c'était un autre entrepreneur. Le mec m'a passionné, c'était en Espagne à l'époque. Ce gars-là, il avait lancé une boîte dans tout ce qui était chaussures, etc. En Espagne, ils ont une grosse industrie autour de la maroquinerie et de la chaussure. Et le gars, je trouvais que ce qu'il faisait, c'était incroyable. J'ai été le trouver. J'aimerais que tu deviennes mon mentor. Il m'a dit, va te faire foutre.
Je dis, c'est pas dans mes plans. Et donc, je me suis pointé chez lui pendant quelques jours avec des croissants, avec des trucs comme ça. Il m'a menacé de porter plainte. Il n'a pas porté plainte, c'est devenu mon mentor. Mais à chaque fois, il était deux, trois étapes au-dessus de moi. Et encore aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui, par exemple, j'ai un mentor Mmh. aujourd'hui qui, euh, qui, lui, a fait fortune dans l'immobilier, par exemple. Lui, il a fait fortune dans l'immobilier. Mmh. Ce mec-là, il est à l'étape immédiate au-dessus de ce que je suis aujourd'hui, sur certains domaines. J'ai un autre mentor qui est un entrepreneur qui gagne moins que moi, il fait moins d'argent que moi. Par contre, cette personne a eu plusieurs entreprises, donc le gars il est retraité aujourd'hui, hein, mais il a eu plusieurs entreprises qui généraient des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Donc il sait comment gérer une équipe, il sait comment donner des instructions, etc., etc., etc. Ce gars-là, c'est un de mes mentors aussi. Donc au moment, et c'est toujours ça que j'ai fait, pendant quelques temps j'ai eu un mentor, une fois que je me rapproche de son niveau et que j'estime que j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, bien évidemment, je donne derrière. Soit je les paye, soit il y a des arrangements, etc. Et ensuite, je change de mentor. Mais toute ma vie, j'ai pas souvenir d'avoir lancé quelque chose sans avoir eu quelqu'un pour m'accompagner, un mentor, une personne pour, ne serait-ce que pour me libérer l'esprit. Euh, non, je trouve que Mmh. tous les entrepreneurs qui vont mettre plus de budget dans, je sais même pas dans quoi ils pourraient mettre du budget réellement, qui aurait du sens réellement comparé au choix d'un mentor. Euh, Ils se trompent, ils mettent leur bille dans le mauvais panier, dans le mauvais sac. Pour moi, si tu es entrepreneur, tu viens de commencer ou ta boîte stagne un peu, etc., avant d'investir dans autre chose, va trouver un mec ou une meuf qui t'inspire et qui fait des trucs qui ont du sens à tes yeux. Tu vas le trouver. J'aimerais que tu deviennes mon mentor. Le gars, soit il dit oui ou non. Et généralement, si c'est oui, ben, il te facture. S'il te facture pas, il y a un échange de bons procédés. Je vais te donner un exemple tout con. Il y a environ 2 mois d'ici, il y a une fille qui est venue m'écrire sur LinkedIn en me disant, ben, voilà, je suis tes trucs, etc. Et j'aimerais vraiment que tu deviennes mon mentor. Tellement, alors, elle a fait aussi un autre truc, ça m'a mis au sol. Ça, par contre, j'oublierai jamais parce que ça m'a marqué. Elle avait repris mon site, elle avait repris ma landing page, et je sais pas Mmh. comment elle avait joué, chipoté dans le code, et il y avait marqué, veux-tu devenir mon mentor, sur mon site à moi, tu vois. Sur le cul, je dis, bah, bien sûr, quand tu le fais comme ça, sinon tu risques de m'harceler tous les jours. Donc ouais, go. C'est marquant, ouais, et en plus, ouais. Ne serait-ce que par sécurité Oui, pour moi. J'ai ouais. accepté et elle a eu l'intelligence de le faire. Elle a eu Mmh. l'intelligence de le faire. Et pareil, je pense que c'est essentiel. C'est même pas ouais, quand j'aurai des sous, je vais investir dans, non. C'est la première des choses sur laquelle tu dois investir. Dès que tu as un tout petit peu d'argent à investir dans ta boîte, trouve un mentor. Si tu n'as pas d'argent à investir dans ta boîte, c'est pas grave. Va contacter la Oui, personne à qui tu as, que tu considères réellement et tu lui offres quelque chose. Tu lui offres, par exemple, ton expertise, tu lui offres un truc, tu viens nettoyer chez lui, j'en sais rien. Mais si tu as besoin d'un mentor, il y a ce concept de transaction. Si tu as de l'argent, ça va plus vite. Si tu n'as pas d'argent, ou si la personne n'est pas intéressée par l'argent. mmh, Et je terminerai là-dessus, sur ce sujet-là. Par exemple, mmh, l'entrepreneur dont je te parle, qui est retraité aujourd'hui, ce mec-là, euh, il n'est pas intéressé une seule seconde par l'argent que je lui donnais. Quand bien même je lui donne 10, 15, 20, 30 000 balles, il s'en fout. La seule chose qui l'a intéressé, il m'a dit, OK, attends, toi, tu as deux, trois expertises qui seraient utiles à mon équipe et à l'entreprise de mon fils. On fait un échange de bons procédés. Voilà. oui. Et on l'a fait de cette manière. Donc non, trouver un mentor, merde. C'est,
comme tu as dit tout à l'heure, c'est beau en fait ce que tu as dit, c'est clair en plus. Ça simplifie vraiment un petit peu. J'imagine que ça va permettre surtout, j'espère pour ceux qui nous entendent, de un petit peu faciliter un petit peu la réflexion, ne pas trop compliquer la vie. Et tu m'as fait penser à un truc. Tu disais un échange. Et en fait, cet échange de valeurs, parfois, c'est les, dans les deux sens n'a pas. En fait, la valeur échangée au niveau des deux sens n'a pas forcément la même nature. Exemple, et ça, c'est une petite anecdote, peut-être ça sera marrant pour quelques-uns, mais J'adore la tes années. réalité, c'est que moi, j'ai appris, moi, en fait, j'ai appris des leçons, autant de leçons dans l'avion qu'avec des coachs, qu'avec des mentors ou des personnes que je connais, qui se lançaient déjà avant moi. Et l'histoire, par exemple, déjà tout à l'heure, c'était une histoire dans l'avion, et une autre, en fait, que j'ai, mais du coup, c'était par contre l'autre sens, c'est-à-dire c'est moi qui a, on peut dire, coaché, mais c'est pas coaché, mais conseillé, on peut dire, une personne. Cette personne-là, en fait, est installée à Paris. Je pense qu'elle a eu son diplôme bac plus 2, quelque chose comme ça, au Maroc. Elle s'est installée en France et elle m'a dit, et ça j'apprécie beaucoup, c'est pour dire en fait que tout à l'heure on a parlé des titres, des grandes boîtes, etc. C'est pas pour les dénigrer, mais pour dire que euh, le fait d'avoir un diplôme, d'être dans une super société, c'est pas une condition nécessaire. Ça peut être suffisant pour réussir, mais c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est le développement de sa personnalité, de son caractère, de parfois se dire, je sais que je suis très résistant, que je suis très têtu sur ça, mais c'est pas grave, je me casse la tête, je teste, je vois ce que ça peut donner. Et du coup, ça, je l'ai apprécié beaucoup de cette personne dans l'avion. Elle m'a dit, bonjour, c'est elle qui s'est présentée. Bonjour, moi j'habite à Paris avec mon mari, nanana, je me suis installé il y a un an et je veux me lancer dans la restauration. Toi, tu fais quoi? Elle m'a fait une sorte de hook. Tu vois, c'est très intéressant parce que déjà, moi, ça me dit rien en fait, la restauration. Pour moi, c'est juste, tu vois, c'est un coût, c'est un business classique. Je le dénigre pas, mais c'est facile en termes de, tu vois, tu fais ton calcul, tu regardes un petit Facile. peu les gens qui passent, tu vois, c'est. Et du coup, je lui ai dit quand même, attends, par contre, tu t'es installé en France depuis quand? Elle m'a dit 2 ans. Et là, je me suis dit, ok, je vais peut-être essayer de mener une réflexion avec elle. Comme ça, elle trouve sa solution. Mais je vais un petit peu l'aider à comment voir les choses. Pas forcément, je lui donnais en fait la manière, le process et pas le résultat. Je lui ai dit, écoute, euh, faisons un truc simple. T'as un Instagram? Elle m'a dit, oui, je fais des photos, perso, etc. Je lui ai dit, t'as beaucoup de personnes dessus? Oui, j'ai 800, 1000. Je lui ai dit, c'est un truc simple. Fais un post d'un repas que tu prépares chez toi. Par contre, fais un petit peu d'effort quand même, tu vois, sur le repas. Enfin, ça doit pas être des lentilles. Je dis quand même, prépare quelque chose de bien et prends des photos. Et regarde s'il y aura de l'attraction. Je dis, fais un petit effort de demi-heure en plus. Voilà, demi-heure en plus, c'est suffisant pour faire un petit peu de décor, machin. Voilà, ajouter une petite salade à côté. Fais un petit test. Il m'a dit, oui, c'est super. Je lui ai dit, en plus, tu es marocaine. Il faut que tu fasses quelque chose de d'atypique en France. Donc, tu dois vendre des repas marocains. Tu vois? Par exemple, faire des choses comme du couscous un petit peu bien fait, etc. Et voir si tu peux vendre ça à des personnes qui sont marocaines aussi, parce que ça sera facile de communiquer avec eux, parce que c'est, tu vois, c'est relating, comme ils disent les Américains, c'est en anglais, il y aura un lien, tu vois. Je lui dis, écoute, tu auras le lien, tu feras moins d'efforts au niveau de marketing, au niveau de la com, en soi, tu vas juste dire que je fais de super plats, c'est pas cher, etc. Et tu testes. Je lui ai donné mon numéro, je lui ai dit, écoute, au bout de 2 mois, 3 mois, envoie-moi un message et dis-moi si ça marche. Au bout de 2 mois et demi, elle m'a envoyé un message. Je ne sais pas si elle va entendre ça parce que je pense pas qu'elle est sur LinkedIn. Et elle s'appelle Hasna. Elle m'a dit, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit merci beaucoup Ismaël. J'ai testé. J'ai déjà 2 clients et pour faire en fait de la restauration, pour tout ce qui est mariage, etc. Et c'est limite, elle est en train de converger vers un business de traiteuse, tu vois. Je lui dis c'est nickel, juste avec un petit échange de 15 minutes. Mais elle s'est pas privée. Elle a osé, elle s'est pas privée d'avoir un échange, d'apprendre quelqu'un peut-être aléatoirement dans l'avion. On profite de temps. Et pour moi, c'est ça vivre en fait. C'est ça l'art de vivre. C'est pas exploiter, mais se faire plaisir de chaque moment. Tu Ouais, vois? ouais. Et mélangeant un petit peu de business, perso, etc. Tu vois? Après, la personne était Et en fait, vraiment. Ça, c'est bien. oui, oui, exactement. Elle était vraiment très ouverte et elle avait une bonne mine, tu vois, elle posait de bonnes questions et pour dire que ça vient pas forcément d'un diplôme, ça vient pas forcément d'un, je sais pas, d'avoir des expériences de business, ça vient en fait, d'être vraiment intuitif, tu vois, ça clique.
tu vois, tu as des questions, les bonnes questions au bon moment, et tu profites du moment, et tu restes pas stagné dans l'instant présent. Et donc là, pour résumer du coup ce que tu as dit, en fait, c'est il faut s'équiper par un coach, ou des coachs. Il faut aller doucement, mais exécuter quand même rapidement, doucement dans la pensée, mais exécuter rapidement. Donc, tester, essayer, limite se casser la gueule, c'est pas grave. Enfin, pas Fou. littéralement, mais pas littéralement, mais bon, on évite quand même les problèmes de la violence. Et, et, ouais, et surtout, voilà, ne pas se limiter mentalement, comme tu as dit en fait tout à l'heure, avec se faire mentorer, s'entourer, et, euh, et s'équiper par les bonnes personnes et déléguer. Voilà, c'est dans les deux sens, c'est du haut et du bas, et se permettre d'avoir un maximum de temps pour vivre, pour faire autre chose, pour créer d'autres projets, ou pour bien mener sa mission dans la vie, dans son projet, etc. Et tout ça pour donc converger au bout d'un moment, il faut faire tout ça, mais il faut vendre. Mhm. Ok. Et c'est là où ton expertise voilà. Je veux prendre juste Et deux oui, instants pour saluer cette transition incroyable. Elle est- merci. Écoute, j'ai quelques neurones qui fonctionnent toujours, mais je sens la descente du café, tu vois, mais c'est pas grave, j'en profite. Non, merci, ça me fait plaisir. Mais du coup, moi, je te connais, je te reconnais vraiment comme l'expert, tu vois, de vente. C'est pas le bullshitter à LinkedIn qui dit on vend et achetez mon produit, tu vois, tout de suite. Tu partages des infos, tu parles. Et déjà, ça se voit rien qu'avec l'échange que j'ai avec toi la dernière fois, les échanges qu'on a sur WhatsApp, etc. et en visio, ça fait trop plaisir. Donc, ça, c'est sûr que moi, pour moi en tout cas, je te positionne vraiment de la personne référente en Je vais termes de chialer. l'art de pitch et de Ah bon? vente. Maintenant, alors maintenant, on entre un petit peu dans le dur. Est-ce que tu peux déjà un petit warm-up? Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit résumé de ce que c'est un pitch parfait, un perfect pitch? Un pitch parfait, ça va être très très rapide, très très simple. Le premier élément qu'il faut garder en tête, c'est un pitch que tu as créé pour une audience particulière. Donc, tu dois adapter ce pitch à ton audience. Si je vais voir des techs, je leur parle pas de la même manière que quand je vais parler à je sais pas, moi, des commerciaux. J'ai pris cet exemple tout à l'heure, mais il est très parlant parce qu'on est Mhm, aux deux extrêmes, mhm, généralement. Je vais pas leur raconter la même chose. Je vais pas leur donner les mêmes hooks. Je vais pas leur donner les mêmes informations. Le fond restera le même. La forme va mhm, différer à chaque fois. Donc, la première des choses, c'est avant ton pitch. Un pitch, ça se prépare. Au moment du pitch, c'est cool, mais c'est avant le pitch que tout commence. Donc, bonne préparation de ton pitch par rapport à ton audience, par rapport aux résultats que tu veux obtenir. Je vois plein de gens faire des pitchs, ils savent pas pourquoi. Moi, je suis là pour faire un pitch. Ok, mais tu cherches à faire quoi avec ton pitch? Tu veux vendre? Tu veux faire des préventes? Tu veux lever des fonds? Tu veux juste dire que tu existes? Tu as juste un quart d'heure à perdre à venir faire un pitch, j'en sais rien, peut-être que c'est le cas. Mais ton objectif n'est pas clair. Donc une bonne préparation, tout ça je mets dans la préparation. C'est essentiel. Sans bonne préparation, y aller au talent, une fois sur deux, ça foire. À moins que tu sois un très grand orateur, etc. Ça marche? Ouais, voilà. Je te le conseille pas. En plus, imagine, si tu es un très bon orateur et que tu prépares bien ton pitch, c'est bon. Tu, tu, tu deviens, qu'est-ce que je raconte? Tu deviens un bulldozer. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième ouais, élément, c'est le pitch lui-même. Ton pitch doit être simple à comprendre pour ton audience. Le message doit passer. Et bon, on va pas refaire la conférence qu'on avait fait l'autre fois, hein, mais dans l'idée du pitch lui-même, c'est très bon début, mhm, très bonne fin. Entre les deux, j'essaie de pas trop merder. Je dois montrer pourquoi fonctionne, pourquoi pour toi ça fonctionne, toi mon audience. mhm, Et ensuite, il y a le après-pitch. Ça, c'est un truc que tout le monde néglige. J'ai bien préparé mon pitch, j'ai fait un pitch de dingue, donc j'ai fait un très bon hook. Je suis arrivé avec une belle accroche, feu d'artifice, salto arrière, des singes qui volent dans tous les sens. Très bizarre ce que je viens de dire. Mais bien expliquer le bénéfice de ton produit, de ton service. Tu as montré tu as fait une mhm. démo, etc., etc. Tu as terminé le pitch sur une note tip top, tu vois. Tu as fait vraiment ce qu'il fallait. Maintenant, on fait quoi?
Eh ben, après le pitch, il y a des trucs qui doivent se passer. Selon l'objectif que tu as fixé. Tu dois parler au monde, aux gens qui sont autour de toi, prendre des cartes. Même si aujourd'hui, on donne quasiment plus de cartes de visite. En tout cas, moi, ça fait longtemps que je n'en ai plus donné. Tiens. Tu Mmh. prends contact, tu ramènes ces gens dans ton CRM si tu n'en as pas un et que tu n'as pas de quoi te payer un CRM. Google Sheet, c'est gratuit, ça marche. Il y a des CRM gratuits, mais la personne rentre dans ton CRM, tu les recontactes, tu dois avoir un process après ton pitch. Quand tu fais un pitch sans process après, c'est comme si je te disais, euh, je vais acheter du matériel de camping, je vais regarder toutes les vidéos qui existent sur le camping, je vais bien préparer le truc, j'ai tout le matériel, je sais comment faire, je sais où aller, etc., mais j'y vais pas. Tout se joue après. Mon pitch n'a du sens que parce qu'il y a un après. C'est tout. Donc, au niveau du pitch, c'est ça que je dirais. Bonne préparation, un pitch impactant avec un très bon début, une très bonne fin. Et dans ton pitch, bah ouais, l'idée c'est j'attire l'attention, je te montre que ça fonctionne avec une démo, etc. Je fais mon call to action et je termine mon pitch avec une note haute, donc avec quelque chose de touchant ou de quelque chose de fort. Ensuite, une fois que j'ai fini mon pitch, qu'est-ce qu'on fait? On convertit du coup. Et là, on rentre vraiment dans la vente. Là, on rentre vraiment dans le sérieux. Parce que faire un bon pitch, c'est pas très compliqué. Et je connais beaucoup de personnes qui font des pitchs incroyables. Quand tu les regardes, tu te dis, quand je serai cette personne, tu vois. Mais derrière, ça convertit pas. Les Oui. gens ne vont pas venir toquer à ta porte. C'est un fantasme. Si, ça arrive. Mais non, c'est toi. Tu as fait ton pitch, tu as placé la graine dans le cerveau des personnes enfin, de ton audience. OK, maintenant converti. Donc avant, C'est pendant, après. c'est c'est top. C'est top ce que tu viens de dire en fait et j'ai pour prendre un cas spécifique, par exemple comme tu as dit un sales pitch, on fait un super boulot, mais à la fin, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, souffrent d'un problème dont on parle pas sur les réseaux sociaux ou peut-être mon réseau social est enfin, mes comptes, sont pas un petit peu par la tech, tu vois, par le SaaS et tout ça, mais mais je pense que le ghosting, on en parle pas trop. OK. Dans le ghosting, genre tu as un contact, tu as un prospect, il te ghost, c'est tout, c'est terminé. Tu envoies des Mhm. emails, il te répond plus. Donc maintenant, pour éviter le ghosting avec un prospect, après l'avoir expliqué tout ce qu'on fait, le pitch, un bon CT, et cetera et puis déjà, quels sont les signes, à ton avis, d'après ton expérience, qui peuvent peut-être, donner l'impression ou donner en fait, l'idée que, ce prospect va nous ghoster? Et si on on est ghosté, est-ce que tu penses qu'il faut lâcher tout simplement ce client ou peut-être il y a des méthodes pour pouvoir réanimer un petit peu la conversation avec ce prospect? Ouais, bah, tu trouves son adresse, tu te pointes chez lui, 9 mm. Généralement, ça J'aime marche bien. bien, je note, je prends note. Ça marche bien, donc problème légal, prison, machin, chouette, c'est pas ouf. Savonnette dans la douche, c'est pas Ouais, dingue. Donc, le truc, ROI n'est pas élevé. mais plus sérieusement, d'abord, il faut comprendre pourquoi tu te fais ghoster. Première des éléments. Tu peux te faire ghoster soit parce que la personne ne voit pas de valeur dans ce que tu apportes, que son produit ou ton service a apporté. Ouais. Soit parce que tu es chiant. Ouais. Je connais, et j'ai vu déjà, des personnes que j'ai coachées qui euh, avaient un super produit, avec un bénéfice incroyable. Mais par contre, personne ne veut travailler avec eux parce qu'ils sont casse-couilles. C'est possible. Et par contre, tu me diras, ouais, mais la personne qui veut pas travailler avec toi juste parce que t'es casse-couille, avant, je t'aurais dit, mais ils sont complètement allumés, il y a un bénéfice à venir chercher, ils veulent pas. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul et avec peut-être l'âge qui fait que, non, moi, je veux pas, même si j'ai beaucoup à gagner, je travaille pas avec des gens avec lesquels, qui me cassent la tête. Voilà. Donc, d'abord, c'est comprendre la raison. Il y a plein de raisons différentes, mais d'abord, c'est comprendre la raison. Pourquoi est-ce que je me fais ghoster? Est-ce que c'est une question c'est le produit ou le service? Est-ce que la personne a compris le bénéfice apporté? Est-ce que ce que je vais lui apporter mon bénéfice correspond à un objectif que lui veut atteindre? Ou est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je suis casse-couille? C'est tout. Donc, d'abord, c'est ça. Identifier la raison. Pourquoi est-ce que je me fais ghoster? Et tu dois être extrêmement honnête avec toi, tu vois. C'est vraiment, alors, disclaimer. Honnête, ça veut pas dire te flageller, ça veut pas dire te torturer toi-même. Non, honnête, c'est je suis conscient de ce qui se passe. Et je Ouais. vais pas te chercher midi à 14 heures. Une fois que c'est fait, ensuite, tu dois avoir un process de relance.
C'est évident. C'est évident. Mais bon, on n'y pense pas. Le process de relance, moi, personnellement, je le fais en 3 parties. Première relance, c'est toujours une relance avec de la valeur, encore plus de valeur. C'est pas du style, hey, nous nous étions rencontrés à nanani, nanana, et vous m'aviez dit que non. Moi, quand quelqu'un me fait ça, voilà, 9 mm, t'as compris. Je rigole, je rigole. Mais le truc, c'est d'abord, c'est de la valeur. Oui. Imaginez un Mm. pitch, etc. J'ai lancé un premier mail, j'ai lancé une première offre, la personne ne me revient pas. Ou j'ai donné un devis, imaginons la personne ne me revient pas au moment voulu, c'est pas grave. Première relance, c'est d'abord j'apporte encore plus de valeur. Alors, comment on apporte plus de valeur? Tu peux envoyer un e-book, tu peux envoyer encore plus de data, tu peux envoyer des recherches, tu peux envoyer Mm. des choses qui permettent à la personne de recevoir de la valeur qu'elle va pouvoir utiliser directement, idéalement, consommer de la valeur, sans pour autant être dans la relance. Donc, moi, Mm. le premier mail de relance que je lance, généralement, soit il n'y a absolument aucune référence au fait que, hey, tu m'avais dit que nanani nanana, et si je dois réellement, parce que j'ai un timing que je dois respecter, etc., ou il y a des obligations qui me poussent à devoir le pousser, bah, ok, il y a une phrase dans le mail de relance, par exemple, ou dans le call de relance. Deuxième mail, ou deuxième relance que je fais en général, LinkedIn, machin chouette, pareil, c'est humoristique. Moi, Mais après, ça va avec ma personnalité. Oui. Mm. Si tu es très corpo, alors pour moi, tout le monde peut le faire. Tout le monde devrait Mm. le faire. Mais moi, c'est une relance humoristique, très souvent. Du style, euh, je m'inquiète pour vous. Vous avez sûrement été, et je n'ai pas eu de réponse à mon précédent mail. Alors, j'ai que deux, trois idées qui me viennent en tête. Première idée, vous avez été enlevé par des aliens qui ont compris que si vous travaillez avec moi, vous allez pouvoir conquérir leur planète. Une connerie, tu vois, mais qui fait rire. Ouais, je kiffe. Ou bien, je sais pas, les concurrents, un de vos concurrents a sûrement piraté votre ordinateur pour effacer Mm. mon précédent mail, car il sait que si vous travaillez avec moi, vous allez les mettre sur la paille, ce genre de choses. Et deuxième Mm. option, vous avez simplement oublié de répondre à mon mail, ce qui est moins grave. Donc, généralement, au deuxième mail, on est bon. On est bon. Ou bien, et là, c'est vraiment le troisième et le dernier mail que j'envoie, ou le dernier message, c'est inspiré de la méthode de Chris Voss. J'en parle souvent. Chris Voss est un ancien agent du FBI qui est devenu Oui. négociateur, qui était négociateur pour le FBI, pour les prises d'otages, etc. Et qui par la Une suite a petite créé... référence, je te coupe. Mais pour ceux qui veulent le lire, Merci. Voilà, exactement. Et il utilise une méthode où il met les gens en face de leur réalité en disant simplement, ben, est-ce que vous avez renoncé à ce projet? Aussi con que c'est un mail très court, une oui. phrase. Vu que je n'ai pas eu de réponse, est-ce que vous renoncez au truc? Juste pour que je le sache. Euh, Là, soit ils reviennent et on repart dans une explication et tu comprends les enjeux derrière, soit t'as pas de réponse et la personne a renoncé. Ça veut dire qu'on ne les relancera plus jamais. Ces personnes restent dans mon CRM. Et donc, plusieurs mois, je recommence le process. Et si la deuxième fois, j'ai pas de réponse, j'ai pas de quelque chose de positif, c'est pas grave. Il reste dans mon CRM, etc. T'imagines pas le nombre de clients que j'ai pu récupérer comme ça dans les relances. Quelqu'un qui aujourd'hui n'était pas intéressé par ce que je faisais finalement ou m'a ghosté. Deuxième, 6 mois après, 7 mois après, je relance une campagne. Ah, on est intéressé du coup. Mais je le relance différemment. Peut-être que la première fois, j'ai pas pu lui parler de la bonne manière. Peut-être que les conditions n'étaient pas les bonnes. Ça aussi, c'est une réalité, hein. Tu peux avoir les meilleures méthodes, les meilleures techniques de vente, les meilleures techniques de relance, les meilleures approches marketing, etc., etc. Parfois, c'est juste pas le bon moment et c'est vrai. Ouais. Si le gars il est en train de vivre un drame dans sa vie personnelle, il faut en tenir compte. Si le gars est en redressement fiscal, il faut en tenir compte. C'est pas le bon moment aujourd'hui. Il te le dira peut-être même pas. Il te le dira pas pour différentes raisons. Mais il reste dans ton pipe et tu relances et tu relances. Et dans le pire des cas, si tu es vraiment agaçant, il va te répondre mais foutez-moi la paix. Et là, tu leur fous la paix. Mm. Yes, top, top, top. Une petite question un petit peu
J'essaie un petit peu de garder en fait le flux en réfléchissant un petit peu sur la meilleure, on peut dire, question dont on peut bénéficier un petit peu, surtout des informations que tu peux apporter. Euh, donc en fait, après cet échange avec un prospect ou un client, Ouais. etc., euh, qu'est-ce que tu fais juste après avoir terminé le call? Qu'est-ce que tu Euh, fais souvent? en rendez-vous, tu veux dire? Rendez-vous Ouais, tu termines en fait, tu finis un rendez-vous avec un client, un prospect. Qu'est-ce que tu fais juste après? Ne Alors, serait-ce d'aller prendre un café ou peut-être analyser tu vas ton... te, tu vas te marrer, mais il y a un truc que je fais depuis des années Mhm, et et qui me sert vraiment, même dans ma vie quotidienne pour autre chose, c'est que je célèbre toutes les petites victoires. Toutes les petites victoires, je les célèbre. Ça peut être un carré de chocolat. Ça peut être un call avec une personne que j'aime bien. Ça peut être même le bête truc de sentir une odeur que j'aime bien. Peu importe. Bah, c'est un truc que moi je fais personnellement, célébrer une petite victoire. Et quand je dis les odeurs, c'est parce que c'est rapide. Tu comprends rapidement la preuve. J'ai ce petit bazar ouais. là à côté de moi. Dès que j'ai une petite victoire, un bon rendez-vous, je sens, je suis reparti, je suis content. Mais c'est pour programmer mon cerveau à aimer gagner, à appréhender, à aimer le fait que, attends. Là, on commence un rendez-vous, je vais avoir une récompense après. Je suis déjà dans un état euphorique pendant mon rendez-vous et ensuite, je récompense mon cerveau. Tu vois. Ça, c'est un des premiers trucs que je fais. Mais sinon, selon l'objectif du rendez-vous, bah, d'abord, je m'exécute. Donc, si je dis que j'allais t'envoyer un mail, bah, tu reçois ton mail. Voilà. Mais le plus rapidement possible. Parce que je fais de mon mieux. Et une fois que j'ai exécuté les tâches qu'on m'a demandées, c'est très très proche du rendez-vous. Je prends un papier, je me mets sur mon CRM, il y a tout plein d'éléments personnels aussi que je note. Par exemple, je sais que le gars, il a un gosse qui joue au foot les dimanches. Et que ce dimanche, il a un match. C'est dans mon CRM. Et avant son match, je lui enverrai un message. Je me mets un rappel. Je crée des vraies connexions. Alors, faut pas être hypocrite. Si t'en as rien à foutre du gamin qui joue au foot le dimanche, elle fait pas. Sois pas hypocrite, tu vois. Mais ces informations personnelles me permettent de créer des relations plus proches. Si, quand bien même je signe pas ce client-là, j'ai créé une relation. Et cette relation me permet soit de faire du business, soit d'avoir un partenaire, soit d'avoir juste un bon pote. Donc ça, c'est quelque chose de très important. L'humain reste au centre de tout et ça doit pouvoir se voir et se vérifier. Donc je termine mon rendez-vous, je célèbre, petit truc, peu importe ce que c'est. Une fois que j'ai fait ça, j'exécute les tâches qu'on m'a demandées, si je peux les exécuter immédiatement, donc envoi de mail, machin chouette, ou bien si je dois travailler sur le projet, ben, c'est planifié directement dans mon agenda. Et je remplis le CRM du temps que c'est frais dans ma tête. Mais surtout, je fais attention à mes détails personnels aussi. Je c'est une superbe, habitude. Surtout comme tu as dit, en fait, c'est, se connaître et connaître, je sais pas, une faiblesse, la considérer comme faiblesse ou pas, mais connaître ses faiblesses et peut-être, s'orienter, enfin développer des habitudes qui permettent Mhm. d'éviter, et supprimer ses faiblesses et même les rendre, voilà, peut-être une force, et comme tu as dit, j'aime bien, donc peut-être à la fin de notre appel, je considère de toute façon cet échange, comme un succès, comme une réussite. Moi aussi, Ouais. donc je vais me chercher quelque chose pour me gratifier Après, et avo là, n'abuse pas sur les trucs sucrés. non, mais si, Biscuits, oui, oui. les- Oui, non, mais en tout cas, ça me fait trop plaisir, Erfad, et peut-être on peut terminer sur une dernière note, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton offre actuelle, la pitcher, et résumer, ou pas résumer forcément les conseils qu'on a balayés dans cet échange, mais donner le meilleur conseil que tu as reçu. Voilà. Ton Qu'est-ce offre et puis on termine par le meilleur conseil que tu tu as vécu. m'autorises à faire quelque chose, on va être un peu out of the box sur cet élément. Allez, let's go, c'est parti. Comme dès le début d'ailleurs. Ouais, peut-être. Mais si je Vas-y. vais pas pitcher mon offre, je vais pas pitcher OK. euh, pour une raison simple. Je pense que Mmh. les gens ont compris, enfin en tout cas les auditeurs ont compris que moi, si tu viens toquer à ma porte, c'est parce que tu veux avoir un meilleur livrable, une meilleure Mmh. offre, une meilleure méthode d'acquisition, avoir des leads et puis surtout vendre. Donc, je vais pas rentrer dans les détails.
Et c'est pour ça que je ne ferai pas de hey, à l'occasion de ce podcast Je formidable. pense, je, Considérez je pense votre- que tu viens de pitcher en fait, c'est ce que je voulais. Peut-être c'était pas le bon mot, tu vois, Voilà. Voilà. mais Donc, non, c'est ce que je voulais en fait. C'est top. oui, Et en plus, c'est beaucoup plus concis que ce que j'imaginais. donc, l'idée, c'est que je refuse très souvent de, de faire une offre ou de vendre mon produit à la fin d'un podcast ou d'une conférence. Mm. Parce que j'estime que si tu viens regarder le truc, si tu as mis du temps, c'est pas pour qu'à la fin on te foute un produit dans la bouche. Donc, tranquille. Pour mes clients, je le conseille parfois. Quand on Mm. organise certaines choses, oui, ok. Il y a une démarche marketing, une démarche de vente. Mais là, dans ce cas-là, c'est juste deux potes qui échangent et qui se marrent bien ensemble. Mm. Et tu m'as posé une autre question, c'était quoi? C'était le meilleur conseil que tu as Le eu meilleur dans ta vie. conseil. Ouais. Que tu appliques. En fait, le meilleur, pas dans le sens, on peut dire, réflexion, donc c'est magique, c'est une superbe idée, mais quelque chose en fait qui est toujours avec toi. Cette idée Euh, à laquelle tu penses tous les jours, quelque chose qui est ouais, peut-être pas beaucoup de, pas n'a pas beaucoup de poids mental, mais qui est toujours présent. moi, je disais beaucoup de drogue, beaucoup, beaucoup, énormément. Non. Arrêtez. Bien sûr. Non. Plus sérieusement, il y a une phrase euh, que je répète à tout le monde, euh, et ça depuis des années. Euh, et je la répète sans cesse et je vis avec ça. Et je trouve que c'est un cadeau que j'ai en moi, que j'aime offrir aux autres. Après, la phrase ne vient pas de moi, ou bien l'idée ne vient pas de moi. Des grands philosophes stoïques, etc., en ont déjà parlé. Mais l'idée, c'est de dire, quand il y a une situation qui te déplaît, tu as l'obligation de la changer. L'obligation, le mot obligation est important. Par contre, si tu ne peux pas la changer, tu as l'obligation de l'accepter. Cet élément me permet de vivre en paix au quotidien, d'avancer sur mes projets et d'entreprendre sans me prendre la tête. Soit quand une situation me déplaît, je la change, et si je peux pas la changer, je l'accepte. Et c'est tout. C'est top. Franchement, je pense que je vais te piquer ça. Enfin, tu me Cadeau. diras, tu vas le piquer peut-être à non, j'aime bien, franchement, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Erfan. Bah, écoute, on peut peut-être, terminer voilà, sur ce beau, conseil et peut-être on aura l'occasion d'avoir plus d'échanges à partager Yes. avec, vous, chère audience. Merci Erfan, passe une belle journée et Merci. à bientôt. Ciao, ciao. Merci.